Bonjour à toutes et à tous. Je vois que le sujet passionne. Je suis ravi. Je vais me présenter. Vous voyez, j'ai les cheveux blancs, beaucoup d'années d'expérience. Et aujourd'hui, parmi toutes les passions, il y a en premier le domaine Driven Design, en second, Team Topologies. Alors j'aurais pu parler de plein de choses, mais c'est ces deux éléments-là qui aujourd'hui retiennent mon attention. Alors, la question que je vais vous poser, est-ce que vous avez du legacy dans vos applications? Oui, tout le monde, quoi. Mon Dieu. Alors, j'ai structuré l'agenda en plusieurs chapitres, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, le premier chapitre, on va essayer de voir ce qu'est le code legacy, factuellement. Après, on va parler du combat des développeurs, c'est-à-dire des développeurs sur le plan psychologique. On en parle rarement, mais c'est une véritable souffrance pour les développeurs de travailler dans du legacy. Après, on va parler de moderniser l'organisation. Ensuite, on va parler de moderniser le code. Après, on va parler de gouverner la modernisation. Puis après, on verra. Ça vous va? Alors, chapitre 1, le code legacy. Alors, on l'a vu, vous l'avez dit, il y en a partout. On sait tous on a tous une expérience avec le legacy, le coût prohibitif, des ajouts fonctionnels qui sont coûteux, et il y a un élément qu'on ne parle pas assez, c'est que c'est un peu un élément qui freine le recrutement. Pourquoi? Les développeurs parlent au café, dans les meet-ups, dans les conférences, et ça finit par se savoir que l'entreprise a beaucoup de legacy. Et personne ne veut aller travailler dans une entreprise contenant beaucoup de legacy. Alors, maintenant, on va essayer de se représenter ce qu'est le legacy. Alors, le legacy, c'est une forme de mélasse où finalement, on a du mal à se mouvoir. Puis à un moment, on se sent quasiment collé. Et quand on veut décoller, ça casse. Ça, c'est une des caractéristiques du legacy quand vraiment ça devient très, très, très compliqué. Mais le problème le plus important, c'est qu'il y a une défiance parfois du métier vis-à-vis de l'IT. En fait, en attendant le produit indéfiniment, le métier s'impatiente. Et pendant qu'il s'impatiente, il peut regarder ailleurs. Et en regardant ailleurs, il peut trouver une solution sur le marché qui remplace une partie de l'IT. Et ça, c'est une vraie punition pour l'IT. Je rappelle que l'IT, sa vocation, c'est de fabriquer du logiciel pour le métier. Donc, ces frustrations, ces pertes progressives de l'avantage concurrentiel fait qu'on achète un produit sur le marché. Alors, les conséquences du legacy, il y en a plusieurs. La première, c'est qu'on en a tous, et finalement, est-ce que ce ne serait pas une malédiction? Je n'ai pas vu un seul projet qui n'avait pas de code legacy. Alors, on pourrait dire que c'est les développeurs, ils ne savent pas forcément traiter le legacy rapidement, pas forcément un budget pour faire de la remédiation. Les connaissances des spécifications, dans un projet legacy, même cette partie-là est legacy, tout le monde est parti, donc on a du mal à connaître les besoins métiers. Il y a un turnover, parce que les gens finissent par partir, donc même les gens du métier partent, donc on a une perte de connaissances fonctionnelles et on a une perte de connaissances sur le code. Donc je sais que c'est un peu drama, mais c'est ce que j'ai vu souvent. Donc il y a une chute lente, continue. L'architecture devient obsolète, elle ne bouge pas, donc finalement l'architecture qui avait été définie il y a quelques années au regard des besoins d'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Et donc globalement, on est à côté. Le périmètre est devenu très large. Oui, souvent, je ne sais pas pourquoi il y a cette réaction, les organisations élargissent les équipes en espérant que ça aille mieux. En général, ça n'arrange rien. On est désaligné avec le métier et ce qui se passe, c'est qu'on obtient un gros monolithe qui ne permet plus d'avancer du tout. Alors dans ce chapitre-là, qui est un peu catastrophique, on a du code rigide, difficile à faire évoluer, un coût prohibitif pour développer des nouvelles fonctionnalités, une architecture obsolète et désalignée avec les besoins métiers. Chapitre 2, le combat des développeurs. Alors, le code n'est plus gérable. Alors quand je dis le code n'est plus gérable, c'est le code
provoque une charge mentale énorme, fait qu'on a du mal à évoluer dans le code legacy. Souvent, je prends la métaphore d'un bidonville. Vous naviguez dans un bidonville tout le temps. D'abord, c'est insécure. Mais finalement, quand vous rentrez chez vous, vous avez encore la sensation de difficulté que vous avez eue la journée. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Les développeurs un peu contraints de travailler dans des environnements trop legacy, ça finit par avoir un impact sur eux. Bon, évidemment, le management est excédé parce qu'il n'y a rien qui avance. Et quelque part, je les comprends, ils ont la pression du métier qui leur demande les nouvelles fonctionnalités et eux mettent la pression sur les équipes et les équipes ne peuvent rien faire. Après, il y a des situations comme le code partagé où deux équipes doivent travailler sur la même base de code. On appelle ça en DDD le share kernel. En fait, là, on doit négocier l'endroit où on va développer pour éviter finalement d'avoir des phases de merge trop compliquées où on finisse par casser le code. Donc ça doit être effectivement évité. Après, celle-là, vous la connaissez toute, l'histoire du plat de spaghetti. Alors, le plat de spaghetti, c'est finalement, le code est tellement difficile à comprendre, on défait les spaghettis pour savoir à quel endroit on va pouvoir introduire la fonctionnalité. Puis c'est pas tout. Il va falloir coder cette fonctionnalité, qui est aussi très compliquée. Donc, tout ça, c'est très fragile et ça crée du stress. Ça y est, on est apeuré. Le reptilien, il est à fond, et donc on ne peut plus faire des décisions intelligentes. On ne fait que des décisions quasiment idiotes. Donc on fait du copier-coller en espérant que ça va bien se passer, mais finalement, on est en train de provoquer une sorte de complexité accidentelle. C'est un peu le nom qu'on donne dans ces cas-là. Quand on est comme ça, stressé, apeuré, si je fais un pas de côté, et que je pense à des peuples qui ont été stressés dans des périodes économiques difficiles, ils ont aussi cru au Père Noël. Ça a été une décision difficile, et finalement, ils se sont mal réveillés. Mais on doit bien reconnaître que faire une réécriture, quand on a souffert comme ça, c'est un sacré pansement. D'un seul coup, on se sent mieux. On se dit, on va raser gratis, on va faire un nouveau langage, le management dit, il n'y aura plus de turnover, le métier va être heureux. Donc, je dirais que c'est un moment de liesse, mais qui est complètement faux. Parce que quelques mois après, c'est la désillusion. On se rend compte que finalement, le moment qui était si agréable, où on se pensait que faire une nouvelle application, c'était simple, non, c'est pas simple du tout. On n'a plus la connaissance, la cohabitation des deux systèmes. Je vous rappelle qu'il faut quand même financer les deux systèmes, celui qui est en train d'être construit et celui qui est encore en opérationnel, fait que ça coûte cher. On s'aperçoit qu'on ne sait plus vraiment grand-chose sur le système existant. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de recréer un legacy. Donc, c'est une gabegie et on décide finalement d'abandonner l'un des systèmes et pas forcément le plus ancien. Alors, je vais vous parler d'une histoire qui remonte à plus de 25 ans. À cette époque-là, je travaillais dans une salle de marché, plutôt rouge et noir. Et il y avait un service de prix qui avait des arrêts cardiaques. En gros, il tombait. Quart d'heure, heure. Les traders qui avaient une GUI, qui voyaient les prix figés, étaient excédés. Ils disaient, mais ça ne marche plus. Donc, l'équipe en question a décidé de faire un petit programme pour relancer le processus quand il était tombé. Mais même en faisant ça, il y avait une fenêtre de temps où les prix étaient figés. Donc, ils ont réclamé à nouveau d'améliorer les choses. Bon, l'équipe en question, elle avait une base de code C++. Alors, ça remonte à quelques années, mais aujourd'hui, il y a encore des éditeurs qui utilisent le C++. La particularité, c'est que ce serveur était multithreadé par rapport au marché qu'il servait. Et il redistribuait par une connexion au réseau sur les GUI des traders les prix. Le souci, c'est que le truc plantait, mais on ne savait pas où. Et quand il y a du multithreading, c'est un peu compliqué de savoir où. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le métier a poussé pour qu'on trouve le problème et l'IT a décidé de refaire une nouvelle application. Et cette fois-ci, ce sera en Java.
Et en parallèle de ça, l'équipe a trouvé le problème. Croyez-moi ou pas, il fallait décaler un verrou de quelques lignes, et là, il n'y avait plus de soucis. Donc, là, le métier a dit, on ne touche plus rien, là. Tout va bien, on ne réécrit rien. On a retrouvé une situation tout à fait correcte, ça ne plante plus, arrêtez la réécriture. Alors, c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est qu'avant de se lancer dans une réécriture, il faut y penser à deux fois. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, une réécriture. Et puis, mon conseil, ça aurait été d'aider l'équipe qui avait un problème. Parce que j'ai vécu quasiment la même situation. J'étais en mode noyau sous Unix et j'avais un problème de lock. Ça a duré 4 ans avant que je trouve le problème. En fait, on est tellement biaisé en regardant le code, on ne voit pas l'erreur. On passe devant la section de code où le verrou est mal placé, on ne s'en rend pas compte. Si on avait fait venir une équipe C++ capable de lire le code, pas biaisé comme l'équipe actuelle, ils auraient trouvé sans doute plus rapidement le problème. Donc, ce travail de facilitation et de collaboration aurait sans doute évité d'attendre si longtemps pour trouver le problème du verrou. Alors, vous pourriez penser que mon discours, il est un peu anti-réécriture. Non. Si vous avez un langage propriétaire et que ce langage est périmé, il est plus soutenu par l'éditeur, il faut réécrire, bien sûr. Ça dépend. La plupart du temps, les réécritures, ce n'est pas une très bonne idée. Alors, dans ce chapitre, on a vu les équipes épuisées, charges cognitives au plus haut, perte de la compréhension à la fois sur le code et sur les besoins, et le mythe de la réécriture. Et si le problème n'était pas le code? Quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. Confucius. Alors peut-être que vous aimez cet homme-là. Moi, personnellement, il ne m'impressionne pas. Alors, ce n'est pas que je suis prétentieux, c'est que j'ai regardé un peu ce qu'il a fait. J'ai eu la chance d'aller en Chine il y a quelques mois et je me suis intéressé au parcours de Confucius. Confucius, au niveau de l'histoire de la Chine, c'est la période printemps-automne. En fait, les royaumes étaient tous en guerre, pas en permanence, et Confucius a fait le tour de tous les royaumes pour délivrer un message de sagesse. Personne ne l'a écouté. À sa mort, des écoles se sont montées pour prodiguer la pensée de Confucius, mais dans les faits, il n'a rien fait. Ceci dit, je reprends sa citation. L'idée, c'est quand on fait un pas de côté, il est possible de réaliser que c'est peut-être pas le problème, le code. Et peut-être que l'organisation a son mot à dire. Alors, je prends une image qui vient de Team Topologies, où on a une grande équipe avec 4 problèmes. L'équipe, finalement, virevolte entre les 4 problèmes pour essayer de les résoudre au fil de l'eau. Vous vous doutez bien qu'avec une organisation pareille, dans les semaines, dans les mois, on va sans doute avoir du code legacy. Alors là, je vous fiche mon billet qu'on en aura. Donc, cette complexité métier, finalement, adressée à une seule équipe pour faire autant de choses, on aura du legacy, c'est à peu près certain. Moderniser l'organisation. Alors, on va voir 3 niveaux. Le premier niveau, c'est découper le domaine métier en sous-domaines, puis en équipes, améliorer les relations entre les équipes et le management, améliorer la relation entre les équipes et le métier. Alors, l'event storming big picture. Donc, c'est une activité collaborative qui permet de prendre en compte un domaine métier. L'idée, c'est de comprendre collectivement le domaine métier, c'est-à-dire avec une audience composée des architectes, je ne sais plus où elle est, des développeurs, du marketing, du management. Tout le monde est là avec sa vérité. Bien sûr que le but, c'est d'obtenir la vérité moyenne, qui s'approche peut-être de la vérité, la vraie. Après, on va effectivement structurer de manière à découper le domaine par rapport à des périmètres fonctionnels. Alors là, on a une explication. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc, vous voyez là, il y a une bande jaune qui sépare 2 patates avec un petit carré orange. La bande jaune, c'est la frontière d'un sous-domaine. Les 2 patates, c'est des équipes. Et le carré orange, c'est un événement pivot
qui passent d'un sous-domaine à un autre sous-domaine. D'accord? Et là, donc, on voit qu'au niveau d'un domaine, on a plusieurs sous-domaines. Et ça, c'est fait collectivement. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas l'architecte en chambre qui décide ça, c'est tout le monde. Une fois qu'on a fait ça, c'est pas mal, ça nous donne une sorte de narrative qu'on a découpée fonctionnellement. Alors, je fais un instant pub. Si ça vous intéresse, je fais un atelier Eventstorming juste après. Alors, on prendra maximum 20 personnes, je crois. Donc, premier arrivé, premier servi. Donc, le deuxième atelier qu'on peut faire, c'est une vision relationnelle. C'est-à-dire qu'on avait dans l'Eventstorming une vision narrative qui se suit, un flux. Là, on zoome les relations entre les équipes. Donc là, on a une équipe là, on a une équipe là. Là ça parle beaucoup. Là, on a une autre équipe. Donc, ces relations, ça permet des fois d'avoir une sorte d'épiphanie, de dire peut-être qu'on a découpé trop finement. Là, les deux équipes elles se parlent un peu trop. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de balle d'argent. Peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est vrai. C'est à étudier tous ensemble de manière à statuer s'il y a un problème ou il n'y en a pas. Alors, le management tourné vers le servant leadership. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est l'opposé du micromanagement. C'est-à-dire que le management est tourné vers la vision et pas sur le comment faire les choses. Et ça, c'est très important. Alors, c'est souvent à l'opposé de ce qui se passe dans les entreprises. Donc, c'est pour ça, avoir un coach professionnel qui aide le management à avoir une autre posture, c'est pas forcément idiot. Après, moi, je suis assez fan des OKR. Donc, les OKR, c'est finalement des visions à 3 mois qui doivent être accompagnées pour descendre dans les équipes. Les équipes doivent avoir la vision métier pour aussi accompagner le développement du produit. Donc, le management doit aussi aider pour faciliter l'ancrage du métier dans les équipes, de manière à ce qu'au quotidien, l'équipe fonctionne mieux, qu'il n'y ait pas une charge cognitive trop élevée, qu'ils aient le temps de creuser le métier plutôt que d'être au fond de la cale en train d'essayer de coder un truc qu'ils n'ont rien compris. Donc la collaboration entre le métier et les devs, c'est clé, bien évidemment. Je rappelle, développer, c'est quoi? C'est comprendre le métier puis l'inscrire dans le code. Si on n'a pas bien compris le métier, on ne peut pas développer quelque chose de juste. Donc faire ça, c'est essentiel. Alors, il y a un atelier qui me fascine, il est de Jeff Patton, en 2013, donc c'est quand même assez ancien maintenant. C'est une sorte de backlog avec des stéroïdes. C'est-à-dire qu'au lieu de voir une liste de besoins comme un fil qui n'a pas de structure, là, finalement, on a une projection entre les gros jalons, qu'on appelle les activités, et potentiellement l'utilisateur qui déclenche le début de l'histoire, la narrative, qu'on appelle le backbone aussi, et puis en dessous, les activités détaillées qui sont les stories. Et on voit qu'on trace des lignes horizontales, des lignes d'eau qui correspondent au sprint. Donc, finalement, grâce à ça, on a la capacité de créer des relations entre les stories pour avoir un impact sur les utilisateurs ou sur une autre équipe, si on est une équipe par rapport à une autre équipe dans une grosse entreprise. Donc, j'ai rien contre Jira, mais j'ai vu tellement d'expressions qui étaient anémiques, qui n'exprimaient pas bien. Là, on est obligé de s'exprimer et on le fait de manière collaborative. Et ça, c'est très important. Donc, on aide aussi les équipes à faire de l'agilité, mais pas d'une soupe froide. Vraiment être engagé, comprendre le besoin et s'inquiéter si on n'a pas bien compris le besoin. Donc, et être capable de pivoter aussi. Ça, c'est normal quand j'entends des développeurs, mais ils ont encore changé la vie. Même ça fait partie du métier. C'est pas une contrainte. Alors, il y a un autre atelier qui m'est cher, c'est l'example mapping. Alors, l'example mapping, c'est la granularité d'une story. Comprendre la story est composée de règles métiers qu'on appelle critères d'acceptation. Et puis, on doit définir les exemples avec des éléments concrets. On est des homo sapiens, le concret, on adore ça. Les abstractions, on a un peu de mal. Mais quand c'est concret, on adore ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça dure 30 ou 25 minutes. On peut avoir une question verte, on la met en rouge. Et généralement, quand ça se passe bien, les gens ressortent avec le sourire. Ça confirme qu'ils ont bien compris. On va aussi accompagner les équipes à acquérir de nouveaux skills, que ce soit dans le craft, mais aussi dans la compréhension métier, mais aussi au niveau du CI/CD. Tout doit être amélioré pour avoir des équipes qui se sentent utiles. Ne pas avoir de feedback, par exemple,
c'est quelque chose qui est très frustrant. Savoir que ça marche, que ça ne marche pas, ça permet de mieux comprendre. Chapitre 3, donc découper le domaine en sous-domaines, puis en équipes, et avoir une posture de servant leader pour le management, et les équipes collaborent avec le management et le métier. Il n'y a pas de soumission. On se parle en termes de partenariat. Moderniser le code. Alors, ça vous paraît étrange. Donc, il existe un autre event storming qui s'adapte à une seule équipe, pas le domaine, qui s'appelle le software design. Le but, c'est de modéliser au niveau d'un applicatif le processus métier de cet applicatif. Alors, vous me direz, mais sur un legacy, à quoi bon faire ça? Et je vous dis, au contraire, plus on comprend ce que le logiciel devrait faire, plus on est capable de le refactorer. Donc, c'est un atelier extraordinaire parce qu'il est beaucoup plus riche que le big picture. On a une sémantique plus importante et c'est ça qui fait sa qualité. Après, on a besoin de cristalliser les éléments métiers. C'est le Bounding Context Canvas. Alors, je vous ai épargné la notion de Bounding Context. J'ai utilisé le mot équipe. C'est une erreur que j'ai faite volontairement pour pas trop vous complexifier la vie. Donc, le Bounding Context Canvas, c'est un canvas dans lequel on met les entrants, les sortants, les règles métiers, le langage ubiquitaire. Alors, on a parlé du langage commun. Donc, c'est le langage ubiquitaire, il adresse une équipe. C'est le langage métier associé au contexte de l'équipe. Donc, c'est une forme de carte d'identité qui permet de voir qu'on n'a rien oublié. On le construit au fil de l'eau et on s'assure qu'il est toujours tenu à jour. Bon, ben voilà, on est prêt, on prend le mousqueton, on s'attaque à la montagne, on met le filet, le harnais de test et c'est parti. Le problème, c'est que le code n'est pas testable. Donc, si vous pensez qu'en mettant un harnais de test, ça va bien se passer, non. Le code est bourré de dépendances, ce qui fait qu'on ne peut pas poser de test facilement. Donc, sur la gauche, vous avez toutes les techniques pour casser des dépendances sur du code non statique. Sur la droite, vous avez toutes les techniques pour casser des dépendances sur du code statique. Par exemple, le Introduce Static Setter, ça permet d'ouvrir un singleton et de le tester. Alors, une fois qu'on a la maîtrise de ces techniques-là, on va appliquer le plan. Le plan, c'est quoi? On a défini des équipes avec des frontières. Il faut que le code représente ces frontières. Il faut le découper. Donc, découper ce code, ça prend du temps, mais le but, c'est de gagner en autonomie. Donc, l'autonomie va se faire en, finalement, découper le code, définir les API, les futures API qui nous permettront, celles qu'on a vues dans le context mapping, on avait les API entre les équipes, on les fait naître à ce moment-là. Après, il est temps de passer au comportement, les comportements dans l'applicatif. Donc, si plus personne n'est là, moi, ce que je fais, c'est que je prends souvent le support. C'est le dernier bastion où il y a encore des gens qui savent comment ça marche. Là, vous allez me prendre pour un fou, je vais vous parler de déménagement. Alors, pourquoi déménagement? Quand vous déménagez et que vous ne prenez pas la version princière, vous prenez des cartons, vous mettez, je ne sais pas, chambre à coucher, la cuisine, etc. Et puis les déménageurs vous le collent dans l'entrée. Et puis comme vous êtes crevé, vous avez participé au déménagement aussi. Le lendemain matin, vous tirez les cartons dans la bonne pièce et vous déballez dans les commodes, les armoires, etc. C'est exactement ce qu'on fait avec le code. Alors, le code legacy, souvent, on a du code impératif très très long et on prend une portion, on fait un carton, donc on fait une méthode et on la déplace dans la bonne pièce, la bonne classe. Ou si la classe n'existe pas, on la crée. Et qu'est-ce qu'on fait? On urbanise le code, en fait. On est en train de dire, là, il y a la boulangerie, il y a la boucherie, il y a l'église. On urbanise le code et il devient plus clair. Mais est-ce qu'il est plus propre? Non, il est toujours aussi sale, on n'a rien fait. On a juste urbanisé le code. Donc maintenant, il faut urbaniser le code et on va utiliser le langage ubiquitaire pour nommer le code avec les mots du métier. On va aussi essayer d'encapsuler les primitives du langage qui sont relativement peu élégantes et sur lesquelles on ne peut pas mettre de nom. Donc on les encapsule dans des petits objets qu'on appelle les value objects dans le DDD, de manière à avoir une forme de narrative métier et lire le code même si on n'est pas développeur. Après, le gros morceau, c'est les tables. Les tables, ça reste un gros chapitre. Moi, il m'est arrivé de moderniser et tout le métier était dans les tables. Donc, au début, on ne comprenait rien. Puis, on est arrivé dans les procs stockés.
Vous dites, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis toute l'application dans les procs stockés. Donc, ça peut être très long. Puis souvent, dans les entreprises, le schéma de la base de données est pour toutes les applications. Là, ce qu'on veut, c'est ramener les tables pour chaque équipe. C'est différent. Donc, c'est un gros travail. Alors, mon côté Domain Driven Design fait que je trouve que l'hexagone est très important, l'architecture hexagonale inventée par Alistair Cockburn. Donc, là, l'idée dans le DDD, c'est de mettre tout le métier dans l'hexagone et tout autour l'infrastructure. Je rappelle que le pattern s'appelle aussi port et adapteur. Les ports, c'est les interfaces qui appartiennent au métier et les adapteurs s'adaptent sur ces interfaces. Donc, il y a une inversion de dépendance. Donc, du coup, on peut tester, du coup, on peut moquer et donc, on est autonome et libre. Et ça, c'est quand même très important. Il ne faudrait pas oublier que la CI/CD doit être totalement fluide. Si jamais il y a une validation manuelle quelque part, il faut la retirer absolument. Ce qu'on veut, c'est du feedback et du feedback frais, pas dans 15 jours, maintenant. Donc, la synthèse de ce chapitre, c'est harness test pour sécuriser à tous les étages, découpler aux frontières des équipes, cohérence du métier dans le code et découper les tables au niveau de la base de données. Gouverner la modernisation. J'espère que vous me suivez là. Donc, il y a un outil qui appartient aussi au DDD qui s'appelle le Core Domain Chart. Le but, c'est de classifier les équipes au regard de la complexité du modèle et de la valeur, le côté différenciant dans le segment marché du produit. Cette chose-là, vous pouvez le faire sur du code legacy, bien sûr, et ça vous permet de prioriser un petit peu l'ordre. Le but, c'est de savoir par quoi on commence. Mais sur de legacy, on a besoin aussi de classifier par rapport au code SMEL. Si une équipe a beaucoup plus de code SMEL qu'une autre, ça va sans doute influer sur la manière de classer les choses. Enfin, il faut prioriser par rapport au budget, mais aussi aux contraintes calendaires. Enfin, il y a plein d'éléments qui vont vous permettre de savoir dans quel ordre vous voulez commencer. N'oublions pas qu'il faut aussi former les équipes à travailler le code. Donc, en 4 mois, on peut les entraîner. Alors, j'ai mis l'IA. L'IA aura une position supérieure si l'entreprise utilise l'IA. Donc, en gros, il faut les entraîner sur tous les éléments qu'ils devront utiliser pour remanier le code. Alors, piloter une modernisation de votre département par vague. Alors, c'est un mot qui m'est cher, j'utilise tout le temps, même chez les clients. Donc, une vague, pour moi, c'est une modernisation de l'organisation et la formation des développeurs de manière à ce que ce soit eux qui transforment le code et pas une équipe à côté. Ils doivent être fiers de leur travail. Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas accompagnés, mais ils doivent atteindre quelque chose sur lequel ils aient une sensation de complétude et de fierté. Après, dans la modernisation qu'on a vue sur le code, ça, c'est eux qui vont le faire avec toutes les techniques qu'on a vues. Ce qui est très important, c'est qu'on ne veut pas partir dans un tunnel. On fait une équipe à la fois, on ne fait pas de branches, on commit sur le tronc et on casse les dépendances. Casser les dépendances, ça veut dire qu'on ouvre le code, on ne modifie pas le code au début, on ne fait que le rendre compatible avec les tests. Donc le code modifié est finalement testé et commité. Et si on se projette et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on fait une équipe à chaque fois. Donc là, il y a 2 vagues et demie. Ça permet finalement de faire une modernisation choisie et pas subie. Donc, en fait, on ne dépense qu'au plus juste. Et quelque part, c'est ce que le management souhaite. Donc, finalement, ça peut aussi s'appliquer dans d'autres domaines, cette organisation. Donc, synthèse du chapitre 5, prioriser la modernisation, préparer les équipes, piloter la modernisation au plus juste. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire? Après, je dirais que si on ne veut plus avoir de legacy, est-ce que c'est possible? Moi, je pense, mais ça demande un effort, ça demande une démarche plutôt éthique, respecter à la fois l'humain et la technique, avoir un management tourné vers les équipes, bannir la soumission au sein des équipes, penser l'organisation comme un organisme vivant, cultiver l'autonomie des responsabilités et la confiance, promouvoir l'émancipation à tous les niveaux, l'aspect humain et technique, interdépendants, conçus ensemble. Ce n'est pas non plus la mer à boire. Ça s'appelle l'organisation sociotech. Alors, si tout ce que je vous ai dit vous paraît un peu dense, ça paraît normal.
Si vous prenez les QR codes, c'est les 3 articles que j'ai écrits qui vous permettront d'aller plus loin pour comprendre tout ce que je viens de dire. Je vous remercie.